Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui alimente un projet. Faire la promotion du livre, faire la promotion de l'esprit critique, alimenter en Haïti la mise en existence d'une pensée complexe, permettant à chaque Haïtienne, à chaque Haïtien d'œuvrer afin de basculer ce pays dans son plein développement. Le livre est une source de culture, une source de richesse. Que dis-je? Le livre est peut-être l'un des rares moyens de s'enrichir sans appauvrir quiconque. Aujourd'hui, à cette émission, je reçois un invité qui est à son deuxième passage sur mon plateau. Nous allons parler éducation, nous allons parler du lien entre éducation et élite. Nous allons surtout parler d'une crise des élites en Haïti qui est probablement liée au design de l'éducation en Haïti. Vous êtes sur la télévision Caraïbe. Merci de suivre cette émission. Gardons bonheur. Voici la rubrique Temps Poème pour ouvrir le bal. À la rubrique Temps Poème aujourd'hui, je vais vous lire l'un des pères fondateurs de la négritude avec Aimé Césaire, avec Léon Gontran Damas, le premier président élu du Sénégal, l'un des meilleurs intellectuels africains francophones n'ayant jamais existé, Léopold Sédar Senghor. Aux soldats négro-américains, je ne vous ai pas reconnu sous votre prison d'uniforme couleur de tristesse. Je ne vous ai pas reconnu sous la calebasse du casque sans panache. Je n'ai pas reconnu le hennissement chevrotant de vos chevaux de fer qui boivent mais ne mangent pas. Et ce n'est plus la noblesse des éléphants, c'est la lourdeur barbare des monstres des prétendus monde. Sous votre visage fermé, je ne vous ai pas reconnu. J'ai touché seulement la chaleur de votre main brune. Je me suis nommé Africa. Et j'ai retrouvé le rire perdu. J'ai salué la voix ancienne et le grondement des cascades du Congo. Frères, je ne sais pas si c'est vous qui avez bombardé les cathédrales, orgueil de l'Europe. Si vous êtes la foudre dont la main de Dieu a brûlé Sodome et Gomorre. Non, vous êtes les messagers de sa merci, le souffle du printemps après l'hiver. À ceux qui avaient oublié le rire, il ne se servait plus que d'un sourire oblique qui ne connaissait plus que la saveur salée des larmes et l'irritante odeur du sang. Vous apportez le printemps de la paix et l'espoir au bout de la tente. Et leur nuit se remplit d'une douceur de lait. Les champs bleus du ciel se couvrent de fleurs, le silence chante suavement. Vous leur apportez le soleil, l'air palpite de murmures liquides et de pépiments cristallins et de battements soyeux d'ailes. Les cités aériennes sont tièdes de nid. Par les rues de joie ruisselantes, les garçons jouent avec leurs rêves. Les hommes dansent devant leurs machines et se surprennent à chanter. Les paupières des écolières sont pétales de rose. Les fruits mûrissent à la poitrine des vierges et les hanches des femmes, ô douceur, généreusement s'alourdissent. Frères noirs, guerriers dont la bouche est fleur qui chante, ô délice de vivre après l'hiver, je vous salue comme des messagers de paix. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à découvrir l'un des meilleurs écrivains africains,
Léopold Sédar Senghor, qui fut le premier, Africain noir à intégrer l'Académie française. Léopold Sédar Senghor. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur la télévision Caraïbe. Vous suivez l'émission Délivrez-vous et toute l'équipe technique est surexcitée pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, je reçois le professeur Dr Guichard Doré. Nous allons parler éducation et crise des élites en Haïti. Allez, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Socio-économiste, Guichard Doré est détenteur d'un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université Paris-Est. Outre ses études en gouvernance et stratégie, il est titulaire d'un master en éducation, travail et formation de l'Université Paris 12, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en responsable de projet formation-développement de l'Université Paris 12 et d'une maîtrise en sciences du développement de l'Université d'État d'Haïti. Il a participé à plusieurs séminaires de formation sur la gouvernance, l'intelligence économique et le développement économique. Bienvenue, professeur Doré, à l'émission Délivrez-vous pour une deuxième fois. Merci pour l'invitation, Angelo, et puis je salue tous les téléspectateurs de Caraïbes. Nous allons parler éducation. Il y a bien entendu derrière vous toute une œuvre qui traite de cette problématique au sein de nos sociétés. Je voudrais qu'on commence par la question la plus banale qui soit, professeur Doré. Quand nous parlons d'éducation, de quoi parlons-nous concrètement? C'est cette capacité à élever l'homme à la dimension de son être. Donc, l'éducation, c'est un investissement immatériel, c'est un investissement incorporé à la personne. Donc, sans l'éducation, on aura des difficultés à avancer dans la vie. On voit dans certaines sociétés, il y a beaucoup de richesses, mais comme le système éducatif est faible ou bien est désorganisé, il n'y a pas de progrès. On peut prendre par exemple un pays comme le Congo. L'ancien Zaïre avec Mobutu, c'est Seko. Si on voit au niveau du sous-sol, c'est un scandale écologique. Il y a beaucoup de richesses en sous-sol. Mais comme le pays n'est pas organisé, l'administration est faible, eh bien, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès non seulement du point de vue économique, mais il n'y a pas de progrès humain. Si on regarde de l'autre côté, le Japon, le sous-sol, il n'y a presque rien en sous-sol. Mais il y a un investissement considérable qui est fait dans le secteur éducatif. Le Japonais part à la conquête du monde. Je prends par exemple la France, le sous-sol français, il n'y a presque rien. Les Français vous disent, nous avons des idées, mais nous n'avons pas de pétrole. Donc, avec les idées, on tient le monde. Donc, je dis que l'investissement immatériel en éducation est fondamental pour qu'il y ait le progrès. Le progrès humain, le progrès économique, le progrès technologique. Autrement dit, cet investissement immatériel incorporé à la personne est fondamental. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que c'est un capital mobile, l'éducation. Quand vous faites un investissement en immobilier, mais s'il y a un pépin, vous ne pouvez pas déplacer avec votre maison. Mais quand vous faites un investissement en éducation, eh bien c'est normal, la personne, c'est un investissement mobile, c'est un capital mobile, donc incorporé à la personne. Donc je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans une société, qu'on peut faire c'est un investissement, c'est un pari sur l'avenir. Parce que quand on fait un investissement en éducation, parce que je peux aborder ça sur le plan, parce que l'ouvrage est un ouvrage en économie de l'éducation. Absolument. Donc, je préfère aborder la question dans un premier temps sur l'angle économique. Quand on fait un investissement en éducation, c'est un investissement différé. Différé, par exemple, vous voyez que des parents qui font des investissements aujourd'hui, pendant les
15 premières années de l'enfant. Donc probablement, vous allez dire qu'il n'y a pas de progrès pour le présent moment. Mais c'est un investissement dans sur le long devenir, terme. non seulement de l'individu, mais de la nation. Autrement dit, un pays qui veut avancer doit préparer ses progénitures à occuper des fonctions élevées au niveau de l'éducation. L'éducation a plusieurs fonctions. Il y a une fonction de socialisation. Elle a dit qu'on sait pertinemment, vous voyez que le problème qu'on a aujourd'hui en Haïti, etc., il y a un déficit de civilisation. Ce déficit de civilisation nuit également au bon fonctionnement du corps social. Donc pour progresser, un investissement en éducation, mais une éducation de qualité, parce qu'on peut faire une éducation au rabais également. Donc il faut éviter une éducation au rabais. Mais un investissement dans l'éducation en termes de qualité est fondamental pour qu'il y ait progrès, le progrès humain, le progrès technologique. Et puis l'environnement. Absolument. On voit aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on a un conflit avec l'environnement. On a écarté la dimension, je dirais, saine de l'écologie. Donc on privilégie la destruction. Et pourquoi on voit beaucoup d'épidémies et même de pandémies qui mettent en péril même la coexistence de l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle la biodiversité est mise en cause parce qu'on n'arrive pas à comprendre que les humains ont vie à côté d'autres espèces. Donc il faut qu'il y ait une meilleure relation entre les différentes espèces. Donc on a besoin d'une éducation environnementale, une éducation de l'être humain. Donc moi je pense que c'est fondamental. Un pays qui ne fait pas des investissements dans l'éducation est appelé à avoir beaucoup de problèmes dans l'avenir. Mais quand nous parlons d'éducation, est-ce que nous ne parlons pas également de politique? Dans la mesure où c'est la manière dont l'État va déterminer nos manières d'éduquer qui va former telle catégorie de citoyens. Est-ce que l'éducation est d'abord une affaire politique? Ah, évidemment, évidemment. Faire de l'éducation, c'est faire de la politique. Parce qu'on est en train de dessiner la génération de demain. La génération qui est à l'école aujourd'hui, c'est la génération d'aujourd'hui, c'est une qui est à l'école, on est en train de préfigurer la génération de demain. Donc, on essaie de dessiner, redessiner, de faire un design de la génération de demain à l'école. Donc, c'est pourquoi un pays doit avoir la réforme éducative permanente. Il y a la réforme des fondamentaux, mais il faut s'adapter à chaque circonstance. Donc, pour que l'individu, l'information, ou bien l'éducation, mais la formation qu'on reçoit aujourd'hui ne soit pas considérée comme une éducation qu'on devrait recevoir il y a 2 siècles de cela. C'est-à-dire on forme les gens dans les métiers d'hier, on ne forme pas dans les métiers de demain. Donc, voilà, on est au niveau de la société bouge. Comme l'économie développe normalement, et chaque nouvelle conquête scientifique, il devrait y avoir de nouveaux socles de savoir technique, de savoir-faire adaptés. Autrement dit, pour chaque conquête technique ou bien économique, il y a une éducation, une formation adaptée pour qu'on puisse avoir. Sinon, il va y avoir des décalage entre l'offre économique et le besoin de la main-d'œuvre. À ce moment-là, il y a des problèmes. Maintenant, ce qu'il y a de compliqué dans le design d'un système éducatif, c'est la considération, professeur Doré, de toutes les formes d'intelligence qui cohabitent dans nos sociétés. Il y a des jeunes qui ont une forme d'intelligence, on va dire, logico-mathématique. Oui. Il y en a d'autres qui ont une intelligence langagière. Comment rassembler dans une seule salle de classe cette multitude d'intelligence? Bon, effectivement, donc il faut qu'il y ait des pédagogues, il y a des gens qui sont spécialisés, les gens qui sont spécialisés en orientation de l'éducation, parce que c'est une forme de spécialité au niveau de l'éducation. Pour déceler en fait, la capacité cognitive de chaque élève, sorte que pour que l'élève puisse adapter et recevoir une formation qui soit adaptée. Ben, il y a des gens qui sont très littéraires, d'autres qui sont très pragmatiques, et d'autres qui ont une intelligence cognitive très développée en mathématiques. Donc on doit pouvoir adapter l'ordre de formation. Maintenant, on sait pertinemment, et là, c'est toute la formation des élites. Et on va élever. On va aborder la question. Il y a des écoles de... Alors, en sociologie de l'éducation, on a essayé de faire la différence entre l'école d'élite et l'école de masse. Donc, l'école d'élite, c'est comme ça, une école, on forme une petite minorité. Il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès à de l'éducation. Mais on voit que depuis quelques temps, il y a une massification de l'éducation. Il y a une demande sociale de l'éducation. Et les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de développer des politiques pour satisfaire cette demande sociale. D'où la politique de construction d'établissements scolaires, et augmenter l'offre scolaire, etc. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on constate? Et c'est même dans nos sociétés, on voit que la massification, c'est vrai que c'est important, c'est une demande sociale, mais on voit qu'il y a une diminution de la qualité. Donc l'effort qui doit être fait du point de vue des politiques éducatives,
c'est vrai, il faut continuer avec la massification, c'est-à-dire augmenter l'offre scolaire, mais également, il faut améliorer la qualité de l'éducation. Et quand nous parlons de qualité de l'éducation, nous sommes là dans le renforcement intellectuel des enseignants, principalement. Oui, il y a la formation des maîtres, il n'y a pas que seulement ça, il y a ce qu'on appelle le paquet de qualité de l'éducation. Il faut que les enfants, quand ils sont à l'école, ils doivent avoir la cantine scolaire. Écoutez, votre femme n'a point d'oreille. Oui. Si l'enfant est dans la salle, il ne trouve pas un plat chaud, il y a des difficultés, et d'autant plus qu'il y a dans notre société, il y a beaucoup de gens, d'enfants qui laissent la maison sans rien prendre le matin, donc c'est à l'école qu'ils doivent trouver quelque chose. Donc il faut en tenir compte. Également, il y a avec le contenu, les manuels scolaires. Donc il faut qu'il y ait une politique de manuels. Donc, on voit, en Haïti, on a des difficultés à avoir une politique de manuels scolaires. Les programmes, on doit avoir des programmes standardisés. Par exemple, quelqu'un qui est à l'école à Jérémie, écoute, dans un système éducatif, le cours qui se fait à Jérémie, par exemple, un lundi en mathématiques, ce cours-là c'est le même cours, le même contenu que nous devons avoir à Port-au-Prince. On devrait avoir une école à plusieurs systèmes. Donc, ce n'est pas bon parce que l'école, la finalité de l'école, surtout l'école, les 2 premiers cycles de l'école fondamentale, c'est former le citoyen pour que le citoyen puisse vivre au niveau de la collectivité. Adapter l'enfant à son milieu. Donc, il reçoit une formation qui soit adaptée aux besoins de la société. Nous sommes des valeurs, les valeurs civiques. En fait, le socle républicain, c'est là l'école républicaine, même si jusqu'à présent ça fait défaut ici, mais pour qu'on puisse avoir une école républicaine, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment le citoyen haïtien, après les 3 premiers cycles de l'école fondamentale, il est un citoyen qui est doué des socles de valeurs, d'humanisme, de culture, minimum de culture pour vivre dans le groupe, pour que l'enfant ne constitue pas des problèmes pour le groupe. À ce moment-là, quand il constitue des problèmes à long terme, il y a de la prison. Vous savez que la prison, c'est une forme de socialisation. Donc il y a des écarts au niveau de la société, on vous met en prison pour vous corriger. Quand quelqu'un n'arrive pas à respecter le contrat social. Le contrat social, les normes. Voilà, une prison, c'est un centre de rééducation. Certainement. Bon, même si parfois, dans certaines sociétés, c'est un centre de déshumanisation. Donc, il faut faire un effort pour qu'on puisse humaniser l'espace carcéral. Donc, il y a ça, un effort à faire. Mais on voit que dans des pays qui n'ont pas de moyens, et là, il y a des difficultés. Bon, ce qui est très important, c'est que l'école, je crois que c'est un investissement important pour l'avenir de nos sociétés. Alors, je parle de nos sociétés développées, sociétés en voie de développement et même, comme on dit, de moins en moins, tiers-monde, ou bien des pays moins avancés. Donc, il faut qu'il y ait un investissement important dans le secteur éducatif pour qu'on puisse espérer un progrès. Parce qu'un progrès au niveau de l'intelligence, on a besoin des gens qui pensent pour la société. Et malheureusement, il nous manque ces ressources intellectuelles en Haïti. Prenons le cas haïtien, professeur Doré. Nous sommes malheureusement dans un pays, on va dire, sous-développé. À votre avis, vous qui êtes professionnel du domaine de l'éducation, vous qui avez ce doctorat, quel modèle d'école il faudrait à l'Haïti d'aujourd'hui pour l'aider à sortir des ornières de la misère? Moi, je pense que l'école doit s'adapter à son milieu. Il faut qu'il y ait une école haïtienne. Moi, je souhaiterais que c'est une école républicaine. Mais comment cette école haïtienne? Eh bien, on voit les problèmes qu'il y a dans le pays. Les problèmes, ce qu'on a, le problème, c'est qu'on a un problème d'éducation civique. Il faut mettre beaucoup d'accent sur la formation de la citoyenneté. Et deuxièmement, le respect des biens d'autrui, tout ça, les socles civiques que les élèves doivent apprendre ça. Également, il y a tout... Le respect de la vie. La vie, bon, oui. Bon, ça, on a perdu ça. Hein. Oui. Dès qu'on met l'aspect sur le civisme, donc il y a tout ça. Donc moi, je pense peut-être que depuis 30 ans, c'est ce qui fait défaut à notre système. C'est vrai que le ministère est en train de retourner à cet élément qui était fondamental dans notre système, mais ça fait défaut. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait la formation des maîtres. C'est vrai qu'au cours de ces 20 dernières années, malgré qu'on puisse avoir des critiques, mais l'État haïtien a fait augmenter l'offre scolaire. On a passé d'un système qui était dominé jusqu'à 95% par le secteur privé. Aujourd'hui, dans le parc scolaire, il y a au moins 20 à 30% qui est l'offre publique. Donc, c'est déjà pas mal. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y a la politique de formation des maîtres est en régression. Donc, il y a un effort à faire pour qu'on puisse avoir plus de ressources pour la formation des maîtres. Parce que ça ne sert à rien qu'on met des élèves en salle de classe et le professeur, lui, il ne veut pas assurer une éducation de qualité aux enfants. D'autant plus que dans certains milieux, dans certaines familles, c'est à l'école seulement que l'enfant puisse avoir le contact, ne serait-ce pas avec les 2 langues. Parce que, donc, ou bien d'autres langues, l'anglais, l'espagnol, etc. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire sur la formation des maîtres. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de la formation des maîtres, établir clairement un seuil
intellectuel à partir duquel on puisse être professeur? Parce que peut-être que maintenant, au niveau du primaire, celui qui a un baccalauréat devient professeur. Peut-être qu'au niveau des premières années du secondaire, avec deuxième année on va dire, d'études supérieures, on devient professeur. Est-ce qu'il ne faudrait pas établir concrètement un seuil académique? Texte, je sais pertinemment, j'ai participé à 2 rencontres que le ministère de l'Éducation nationale a organisées. Et il y a une rencontre, c'était à Montrouge, il y a une autre, on a eu plusieurs rencontres à Port-au-Prince, un texte sur l'école de la République. Et donc, dans ce texte, il est dit que pour être enseignant à tous les niveaux, il faut avoir un minimum de licence. Donc, je pense qu'il y a un effort qui fait. Le texte n'est pas encore adopté par le gouvernement, mais le texte est en discussion au niveau du ministère. Mais est-ce que la licence suffit? Alors, c'est le niveau. Bon, il faut tenir compte de la réalité du pays. Bon, il y a des pays qui demandent qu'il faut avoir un diplôme de 2e cycle. Mais maintenant, bon, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Moi, je pense qu'il y a un effort qui est fait et pour qu'on puisse augmenter le niveau des diplomations du corps enseignant. Bon, c'est bien. Et l'État également, il y a des crédits en termes de formation. C'est un passeport de formation. L'enseignant va avoir un passeport de formation pour qu'on puisse suivre sa carrière, le développement de sa carrière pendant tout le temps qu'il est dans le milieu scolaire, pour qu'il puisse recevoir des formations, des cycles de formation. Donc je pensais bien. Est-ce que toutes les écoles sont appelées à former des élites? Ou bien est-ce que certaines écoles, vu la sociologie haïtienne, ne sont pas formalisées pour être les serviteurs des élites? Bon, alors là, c'est tout le débat en sociologie de l'éducation. Cette branche a été négligée depuis des années, mais autour des années 2000, il y a un regain pour la sociologie des élites. C'est une sous-branche de la sociologie de l'éducation. Là, on essaie de voir qu'en Haïti, on a eu ça dans le passé. Il y a certaines écoles qu'on dit des écoles d'élite. Je ne vais pas faire des publicités ici parce qu'il n'y a pas des frais qui sont donnés à la télévision pour ça. Mais il y a certaines familles qui ont certaines stratégies pour envoyer leurs enfants. Ils font le choix des écoles pour leurs enfants. Donc, mais je sais pertinemment quand M. Nessim Maniga était ministre, il était question qu'on vienne avec la carte scolaire. Et sauf qu'un enfant qui habite, je ne sais pas, autour de Champ-de-Mars, l'enfant doit trouver une école qui soit dans sa géographie immédiate. Il reste dans sa géographie immédiate. Mais on voit que dans d'autres pays, même s'il y a la carte scolaire, les parents trouvent des astuces pour se défaire de la stratégie qui a été mise en place par l'État pour retrouver des écoles. Parce que il y a des écoles qui forment de la reproduction sociale et des élites. Par exemple, vous êtes fils d'un banquier, le banquier cherche une bonne école pour son enfant. Vous êtes fils, je ne sais pas, d'un chirurgien, un ministre, etc., etc. Mais ça donne des problèmes parce que moi, je suis pour la mixité sociale. Je pense qu'un pays qui n'y a pas de mixité sociale, il y aura des cassures. Il faut éviter la ghettoisation de l'espace scolaire, même si je constate que c'est la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un ghetto scolaire, les enfants de riches, ils sont dans une école, eux, ils ne voient pas les gens qui habitent d'autres quartiers, tout comme les gens qui habitent dans un quartier populaire, il est dans une école qui ne trouve pas les gens du riche. Absolument. Il n'y a pas de rencontre entre les enfants. Or, comme il n'y a pas de rencontre entre les enfants, et dans la vie de tous les jours, quand ils seront adultes, on trouve les difficultés parce qu'il n'y a pas de communication et M. Pierre ne connaît pas et je ne sais pas, M. Stanley. Ils ont aucun lien, chacun est dans son monde. Bien sûr, c'est la ghettoisation de l'espace scolaire et cette ghettoisation conduit à une ségrégation sociale dans 25 ans, 30 ans. Donc à ce moment-là, pour éviter tout ça, on doit avoir une école républicaine. On a une offre de formation de qualité pour tout le monde et il y a le brassage. J'ai toujours dit, par exemple, il y a le lycée de la Boule. Ça devait être le plus grand lycée de la République. Parce que si vous regardez ce périmètre-là, tous les gens, en fait, on dit l'élite économique du pays habitent à 10 à 12, 20, 30, 40 ou 50 mètres, parfois des kilomètres. Donc il y a beaucoup de familles qui habitent dans cette zone-là qui n'ont pas de moyens. Donc ces gens-là auraient pu financer l'école, le lycée, on trouve les meilleurs professeurs. Et leurs enfants sont là dans cette école. Au lieu d'envoyer leurs enfants tous les matins dans un 4x4 et très loin de leur lieu de résidence, on aurait pu avoir un mixage, une mixité sociale. Les enfants des classes populaires de la zone, il y a des rencontres. À ce moment-là, dans 25 ans, il n'y aura pas de violence. Ça aurait donné une belle cohésion sociale. Avec cohésion sociale, la mixité sociale, il y a des rencontres, etc. Parce que les enfants, à l'âge de moins de 15 ans, il n'y a pas ce problème de discrimination, etc. Non. Donc, ils voient des petits
les enfants ont joué ensemble. Donc moi je pense que ça devrait être, moi je disais toujours ça au ministère, le lycée de la Boule devrait être le meilleur lycée de la République. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc le lycée est laissé à lui-même, parce que les gens devaient financer le lycée, des manuels, de tout ça. Donc on aurait pu avoir un modèle de mixité sociale au niveau du pays. Et pourquoi pas, les enfants, quand ils sont là, ils sont grandis ensemble, ils peuvent se marier, etc., permettre qu'il y a au moins au niveau de la société, je pourrais dire, une ascension sociale. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, comme il y a des difficultés scolaires depuis 40 ans, l'ascension sociale est bloquée. Puisque l'ascenseur social est bloqué, on aurait pu utiliser l'école pour dépanner. Pour rééquilibrer la société. Oui, bien sûr. C'est ce blocage de l'ascenseur social qui te donne beaucoup de violence au sein de nos sociétés. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc on voit de nouveaux modèles. Absolument. De nouveaux modèles qui arrivent et qui font peur. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois le docteur Guichard Doré. J'ai en main l'un de ses titres, Socio-économie de la formation et de l'emploi, le cas de l'industrie haïtienne du tourisme. C'est un livre qui est toujours trouvable, j'imagine, en librairie. Pour le présent moment, les stocks ont été épuisés, mais l'éditeur, si on fait une demande auprès de l'éditeur, probablement on peut trouver. C'est possible qu'on peut trouver ce livre. Restez, mesdames et messieurs, sur la télévision Caraïbe. Nous retournons tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Caraïbe, Gadon Bonheur. Vous suivez l'émission Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Je reçois le professeur, le docteur Guichard Doré. Nous parlons éducation, nous parlons impact de l'éducation sur les élites. Professeur Doré, merci encore une fois d'être sur ce plateau. En parlant d'élite, professeur, de quoi concrètement parlons-nous au sein de la société haïtienne? Non l'élite dans sa conception sociologique internationale, mais l'élite en Haïti, qu'est-ce que c'est? Les élites. Les élites. Oui, oui, c'est en fait une minorité qui est supérieure par rapport à la majorité, par branche, par secteur. Exemple, si je prends par exemple intellectuel, on parle d'élite intellectuelle. Mais c'est des grands professeurs d'université qui publient, qui font de la recherche et qui ont cette notoriété. Et cette notoriété est acceptée par la collectivité, par la communauté scientifique ou bien par la communauté intellectuelle. Donc c'est une minorité. Une minorité oui. ayant fait preuve d'une plus-value. L'excellence. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, par rapport à la moyenne. Okay. Ces gens-là dépassent la moyenne. Tout comme au niveau économique, on peut trouver l'élite économique. Il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres. L'élite économique. L'élite administrative, des hauts fonctionnaires. C'est le modèle de recrutement, comment ça se fait. Généralement, ça se fait par des concours. Et ces gens-là arrivent à des niveaux de responsabilité qui prennent des décisions pour le corps social, pour l'État et pour la société. Donc, on peut trouver des élites culturelles, des grands artistes, des grands sportifs, etc. Bon, un grand plombier, s'il est excellent dans son domaine. Ouais, c'est l'élite, je parle, les élites. Et c'est pourquoi dans ce pays, quand les élites ne font pas leur travail, il y a des problèmes. Parce qu'il revient à ces gens-là de donner de l'orientation à la société. Il revient à ces gens-là. Ils ont une responsabilité par rapport à la société pour édicter des normes pour la société, des modèles de comportement, des modèles de vision. Voilà, ils ont une responsabilité énorme. Mais est-ce que ces élites doivent intégrer l'appareil d'État au plus haut niveau afin d'être écoutés et d'influencer la société? Bon, il y en a qui ne font pas partie de l'appareil d'État. Par exemple, je sais pas, un grand banquier, un grand commerçant, un grand artiste, un grand sportif, etc. Ces gens-là, ils font partie des élites parce qu'ils constituent des modèles pour des gens, mais ils ne font pas partie de l'État en sens de l'administration.
même s'ils font partie de l'État en tant qu'individu, en tant que citoyen. Dans l'ensemble de l'administration, il y a l'élite administrative ou à l'élite politique et qui prend des décisions au niveau administratif pour orienter la société. Mais eux-mêmes, ils ont une responsabilité dans leur champ de compétences. Ils doivent donner des modèles et constituer des modèles pour les jeunes, pour les autres gens de la population qui n'ont pas de moyens et qui ne se situent pas dans leur position. Donc, ils doivent travailler pour que la société puisse avancer. Parce que sans ça, il n'y aura pas de progrès et il y aura des difficultés. Mais si nous prenons l'élite économique, par exemple, pour sécuriser sa situation de classe, c'est une élite qui aurait dû avoir tendance à créer de la richesse ici, à permettre à la masse d'avoir accès à un minimum de bien-être. Oui, question de sécuriser ses propres intérêts de classe déjà. C'est évidemment. Mais il faut que l'élite soit une élite républicaine. Moi, j'ai toujours dit ça, parce que sans ça, il n'y aura pas de progrès. L'élite va se constituer en casse. Et quand se constitue en casse, ça nuit au bon fonctionnement, au développement de la société et au progrès. Est-ce que vous sous-entendez que l'élite économique haïtienne n'est pas une élite haïtienne? Bon, je ne dirais pas ça, parce qu'on voit dans d'autres sociétés, on a besoin des investissements directs étrangers. Écoute, un pays comme Haïti, on a besoin beaucoup. Des investisseurs, des hommes talentueux, des hommes qui ont accumulé des capitaux à l'extérieur qui viennent investir en Haïti. On a besoin. Donc, mais c'est qu'il y a une responsabilité. Il faut que ces gens-là comprennent que dans la société leur a donné des chances. Il faut prendre des responsabilités pour qu'on puisse élargir le canal de réussite pour plus de gens au niveau de la société. Ça, je pense que c'est une responsabilité. Mais qu'est-ce qui arrive quand le tableau est sombre, même pour nos élites? Si nos élites sombrent dans une déconvenue, si nos élites sont découragées par le cas haïtien, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben c'est le chaos national. C'est le chaos national. Au contraire, bon, j'espère pas que c'est le cas aujourd'hui, mais c'est le chaos. Donc, éviter pour que les gens qui ont certaines responsabilités, ce sont ces gens-là qui ont la responsabilité d'orienter la société. Donc, si c'est ça, c'est une société qui est décapitée. Une société qui est décapitée, bon, c'est le malheur pour tout le monde. Donc, on n'a aucun intérêt que ce soit le cas. Est-ce que nous avançons malheureusement vers la création d'une élite dans le banditisme? Voilà, je pense que c'est peut-être, oui, c'est dangereux. Je pense que souvent, et je crois que dans une station de radio, j'ai écouté, il y a un groupe de gangs qui font des recrutements. Ah mais c'est très grave. Donc, encore une fois, je pense que là, il y a un effort à faire au niveau des élites religieuses cette fois-ci. Parce que un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que depuis 1986, tous les pans de la société sont par terre. L'église, quand un prêtre parle, presque personne ne l'écoute aujourd'hui. Un pasteur, quand il parle, presque ne l'écoute parce que tout le monde fait de la politique. Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs canaux de réussite. Tout le monde ne va pas faire le même bagage. Chaque monde veut excellent dans le domaine. À ce moment-là, on tourne un modèle pour tout le monde. Mais comme depuis quelques années, tout le monde c'est politique, et on voit que ce n'est pas ça qui a résolu le problème. Non. Parce que la politique, moi, toujours dit, c'est la superstructure. Si l'infrastructure a un problème, on a un problème. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que il faut trouver des mécanismes pour qu'on puisse avoir des élites responsables, d'où la réforme du système éducatif qui est important pour que nous cabaler dans le sens que vous pouvez y aller de l'avant. En ce qui a trait aux élites artistiques, on va dire les intellectuels qui sont dans les arts principalement, comment voyez-vous le profil d'un jeune citoyen haïtien? Celui qui est brillant en mathématiques, il peut faire génie civil, il peut faire physique, il peut faire chimie. Mais et un jeune haïtien qui est brillant dans les arts, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans la réforme de l'éducation, instituer un baccalauréat artistique pour un jeune qui sait danser, pour un jeune qui sait peindre? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager la mise en existence de ce baccalauréat? Non, il y a au ministère, bon, c'est depuis la réforme de Bernard, autour des années 80, il était prévu qu'on ait un bac technologique avec plusieurs filières. Il y a filière littéraire, des filières scientifiques, etc. et même technologiques. Ou bien bac pro. Donc, je pense que le ministère travaille beaucoup sur ce dossier. Bon, on sait pertinemment, pour faire tout ça, il faut que dans les établissements scolaires, il y a de l'espace, parce qu'on va diversifier l'offre en termes de diplôme. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait du personnel enseignant qualifié pour faire ce travail. Et c'est tout le problème qu'on a depuis
30 à 40 ans au niveau de la formation des maîtres. Mais je sais pertinemment au ministère de l'Éducation nationale, le ministère travaille beaucoup sur ce dossier. Il y a un conflit qui existe entre le savoir officiel qui est communiqué à nos citoyens dans nos écoles et un savoir parallèle qui leur est transmis à la maison. Et à l'école, on apprend à l'élève, voici comment on soigne des maux de tête. Et quand il arrive chez lui, sa maman lui dit, ah non, c'est faux, voici comment on fait avec nos feuilles, avec un traitement naturel. Comment peut-on réconcilier ces deux formes de connaissances qui participent à la formation de nos citoyens? Bon, maintenant, les savoirs locaux, il faut les valoriser. Des savoir-faire, des savoirs... Parce que la science progresse de cette manière. On systématise le savoir ordinaire et pour qu'on puisse avoir un savoir scientifique. Donc, il revient, encore une fois, il faut qu'il y ait des chercheurs. Parce qu'un pays qui n'a pas de chercheurs, un pays est appelé à avoir beaucoup de problèmes dans l'avenir. Donc, il faut qu'il y ait des centres de recherche qui systématisent le savoir, en fait, le savoir traditionnel et pour voir dans quelle mesure qu'on peut l'améliorer, qu'on peut le valoriser pour qu'on puisse progresser. Donc, il faut qu'il n'y ait pas vraiment conflit entre ces deux formes de savoir. Si vous voyez l'anthropologie de l'éducation, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des réflexions sur ces domaines. Donc, il faut qu'on puisse tenir compte de cette forme de connaissance et voir quels sont les manquements et compléter ces manquements-là pour que ce savoir-là puisse être disponible pour tout le monde au niveau de la société. Guichard Doré, vous avez été coordonnateur général du Centre haïtien de recherche en sciences sociales. Oui. Que faisait ce centre? Quelle étude à l'époque, j'étais un peu jeune, maintenant j'ai commencé à avoir des cheveux noirs. Là, on fait des recherches, c'était... ça fait plus que 20 ans là. Donc, on fait des recherches, normalement, ce n'était pas à ce niveau-là. À l'époque, on était très jeunes, on fait de la recherche pour publier des petits articles dans les revues. À l'époque, c'est autour du centre de sociologie de recherche souffrant. Bon, on n'était pas à ce niveau-là, on fait des recherches à niveau porté. On fait des recherches qui ont rapport à l'éducation, la formation des maîtres, etc. Et puis tout, comment intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire. Oui, ça, c'est un grand problème que nous avons en Haïti. Les personnes, malheureusement, qui sont handicapées en Haïti sont exclues presque de la circulation du savoir. Comment peut-on s'attaquer, en effet, à ce problème? Bon, c'est qu'il faut qu'il y ait des écoles spécialisées déjà. Même si dans certains pays, on prend des dispositions pour que ces enfants-là puissent intégrer une école comme une école normale, une école normale. Mais ça demande qu'on ait des gens qui peuvent les aider au niveau du secteur de l'éducation, qui ont une formation spécialisée pour accompagner les personnes handicapées. C'est ce qu'il faudrait faire. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Je reçois le docteur Guichard Doré. Nous parlons éducation, nous parlons d'influence de l'éducation sur la formation ou la déformation de nos élites. Vous êtes sur la télévision Caraïbe, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec le livre. Gardons bonheur. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne vais pas me fâcher. Vous suivez l'émission Des livres et vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre et avec le docteur Guichard Doré. Nous parlons éducation, nous parlons constitution d'élite en Haïti, nous parlons d'utilité et des responsabilités des élites ici en Haïti. Docteur Doré, quand nous parlons d'élite, nous parlons principalement d'un schéma sociologique qui est axé sur la méritocratie. Oui. Et la méritocratie en Haïti, est-ce que cet ascenseur fonctionne? Bon, il y a des problèmes. Hein? Bon, généralement, c'est tout l'effort, encore une fois, qu'on doit continuer à faire dans le pays pour qu'on puisse avoir les voies qui sont fixées et connues
pour tous les citoyens. La méritocratie républicaine. On rentre dans l'administration, on monte à l'échelle sociale par le mérite. Un pays qui ne donne pas la priorité au mérite, à celui, il y a beaucoup de problèmes. Donc moi, c'est pourquoi de plus en plus, je parle de l'élitisme républicain. Parce que les gens doivent respecter les normes. Il y a un pacte républicain, liberté, égalité, fraternité. Les citoyens sont égaux en droit. Donc il n'y a pas de passe-droit pour M. X ou M. Z. Tout le monde doit avoir le même traitement. Donc ça va faciliter qu'on puisse avoir des gens qui ont la capacité, des gens qui ont les qualités, des gens talentueux, des gens compétents à la place qu'il faut pour pouvoir réformer le pays, pour pouvoir faire le développement économique et social, parce que l'État est maintenant pour donner un service de qualité aux citoyens. Les citoyens, on doit un service de qualité. Mais s'il n'y a pas cette volonté méritocratique pour qu'on puisse avancer, il y aura beaucoup de problèmes. Donc, on a tous les problèmes qu'on a eu au cours de ces 40 dernières années, c'est parce que l'ascenseur social est bloqué. Pourquoi l'ascenseur social est bloqué? C'est parce que les canaux pour monter à l'échelle sociale, ces canaux-là sont verrouillés par des pratiques, je dirais, clientélistes. Donc, dans un pays, c'est ça qui prime. Donc, il y aura beaucoup de jeunes qui vont être découragés et qui vont prendre d'autres voies qu'on ne sauterait pas. Donc, c'est pourquoi que l'élitisme républicain, la méritocratie est fondamentale. Mais pour ça, il y a des réformes à faire. Il faut la réforme de l'enseignement supérieur. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi, jusque-là, en Haïti, on n'arrive pas à faire cette réforme de l'enseignement supérieur? Bon, je sais pertinemment, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits ou bien consentis dans le temps. En 1995 et 2002, le gouvernement de la Valace, à l'époque, a tenté de réformer l'enseignement supérieur. On a vu qu'au niveau de l'université, il y a eu des contestations. Le gouvernement a fait marche arrière. Et il y avait au moins 3 ou 4 projets de loi relatifs à la réforme de l'enseignement supérieur qui ont été déposés au Parlement. La dernière législature, il y en a, presque tous ces textes ont été adoptés en première lecture au niveau de la Chambre des députés. Malheureusement, ces textes n'ont pas été adoptés par le Sénat et le Parlement était dysfonctionnel. Mais le gouvernement a pris les dispositions pour publier ces textes-là au Moniteur. Mais on a vu qu'il y a eu des contestations, mais juste en Haïti, c'est une société contestataire. Ouais. Il n'y a que ça depuis 40 ans. Donc le gouvernement doit assumer ses responsabilités parce que, écoute, c'est l'avenir de la nation qui est mise en péril si rien n'est fait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Je sais effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent à l'étranger. La formation de nos élites de demain, généralement, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est la République dominicaine. Oui, ça se fait aujourd'hui. Oui, au Chili maintenant. Oui. Et voilà. Oui, et normalement, quand ça se fait, il y a beaucoup d'argent, des transferts qui se font en direction de la République dominicaine ou bien d'autres pays. Et pourquoi? On aurait pu réformer l'enseignement supérieur, utiliser cet argent pour qu'on puisse élargir notre classe moyenne. Absolument. Écoutez, les gens qui arrivent, quelqu'un qui a un doctorat, son premier métier, c'est l'enseignement. C'est pas venir dans l'administration. Son métier, c'est de l'enseignement, parce qu'il fait de la recherche, etc., pour renouveler le savoir-faire au niveau de la société. Donc, moi, je pense que, il faut avancer, il faut faire la réforme de l'enseignement supérieur. 2, il faut qu'il y ait des écoles spécialisées pour former des gens qui vont dans les différentes branches d'activité. On sait qu'on doit avoir une bonne école en économie, on sait, pas parce qu'il y a 50 000 là, non. Il y a 2 bonnes écoles. On sait, il y a des concours sérieux, on organise des concours sérieux, que ces gens participent à cette école. Ces gens-là montent au niveau de l'échelle sociale, pas un concours au niveau national. Moi, je crois dans ça, parce que s'il n'y a pas le concours, on aura beaucoup de difficultés. Par exemple, je donne toujours l'exemple qui a été fait à l'OMRH pour le corps d'administrateur civil d'État. Il y a beaucoup de jeunes, plus de 1000 étaient venus participer à ce concours. Mais on a retenu 50, mais ils sont très bons. Ils sont passés l'élitisme républicain. Donc, il faut qu'il y ait la méritocratie. Ces jeunes-là ont participé à ce concours. Il y en a, on a retenu 50. Mais au moins, d'après ce que les gens qui corrigent me disent qu'on aurait pu avoir 200 s'il y avait de place. Donc, comme c'était un concours, on doit recruter les meilleurs. On ne pouvait pas garder tout le monde. Donc, il faut donner la chance à ces gens-là. Probablement, il y en a beaucoup qui viennent des villes de province qui ne connaissent personne à Port-au-Prince. Donc, à ce moment-là, il y a la possibilité pour qu'ils puissent monter, faire une carrière au niveau de l'administration, arriver comme directeur général, etc. C'est comme ça qu'on va encourager les gens. On constitue des modèles
Si dans la société, il n'y a pas de modèle, à ce moment-là, on va trouver d'autres voies. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, vous m'avez dit que vous voyez que les pratiques mafieuses, c'est ces pratiques-là qui constituent des modèles pour une certaine catégorie de la population. Il faut éviter ça. Donc, il faut ramener les gens à la norme qui soit acceptable pour tout le monde. Absolument. Les règles sociales, les bonnes pratiques, etc. Et c'est ainsi qu'on pourra sauver ce pays. Mais dans le dernier texte de loi portant sur la réforme de l'enseignement supérieur, est-ce que vous avez en tête les grandes lignes, grosso modo, en quoi ça allait réformer l'enseignement supérieur en Haïti? Bon, alors, dans un premier temps, comme le pays ne s'est pas réformé au niveau de l'enseignement supérieur depuis plus de 70 ans, parce que le dernier texte qu'on a eu là, c'est le texte de 60 de Duvalier. Ça, c'est terrible. Oui. Le pays a abandonné le secteur de l'enseignement supérieur. En 2012, le gouvernement a fait un effort avec le ministre Vanet Pierre. Il a constitué une équipe qui travaille sur les textes. Et bon, le texte a été adopté en Conseil des ministres sous forme de décret. On attend que le gouvernement nomme. Il y a l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qu'on doit nommer ces comités, c'est ce qui constituerait la structure de gouvernance du secteur de l'enseignement supérieur. Parce que là, comme vous avez parlé du problème, il y a un problème de gouvernance. Oui. La gouvernance. Donc, et deuxièmement, quelles sont les qualités pour être enseignant, pour être en salle de classe, etc. C'est parce qu'on connaît M. X ou M. Z, mais il faut avoir les qualités pour être enseignant. Et deuxièmement, au niveau du bâti, comment on va faire les normes de construction. Parce qu'on voit toutes les rues de Port-au-Prince, il y a une université. Donc, on n'est pas responsable. Et s'il y a une catastrophe qui arrive, à ce moment-là, tout le monde va dire ah oui, on n'était pas responsable. Donc, on doit assumer nos responsabilités. Donc, une autre volet de la réforme également, c'est assurer un système national d'enseignement supérieur. De telle sorte que quelqu'un qui est dans une université au Cap, s'il a suivi un cours de sociologie générale, eh bien, si c'est une autre personne qui se trouve à Jérémy sur ce même coup-là, normalement, il ne devrait y avoir pas de problème. Même si sur le plan pédagogique peut avoir des différences. Mais il faut les mêmes curricula. Voilà. Standardiser l'offre pour les filières, etc. Et rationaliser l'offre de formation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, tous les parents, beaucoup de parents envoient leurs enfants dans les filières des sciences administratives. Bon, ou bien les droits. Oui. Donc, on voit pertinemment ces filières-là sont saturées à la sortie parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes sur le marché du travail. Donc, il faut rationaliser l'offre de formation et tenir compte des priorités et des zones, une offre qui soit adaptée à son milieu, par exemple son département, un département comme la Tibonite. Si on donne une formation, je dis n'importe quoi, mais l'offre de formation qu'on donne à la Tibonite, normalement, doit répondre aux besoins du département. Il faudrait, par exemple, un regard sur la riziculture. Bien sûr, oui, certainement. Ouais. Donc, la Tibonite, on produit beaucoup de riz, si on donne une formation, etc. maintenant. Et deuxième bail, donc, dans les textes, il a été constitué des pôles d'excellence. 4 pôles d'excellence universitaire. Donc, on va avoir des formations de compétences internationales, de niveau international. Donc, on n'aura pas beaucoup de gens pour faire ça. Donc, il faut qu'il y ait au moins un regroupement des compétences pour qu'on puisse avancer. Donc, moi, je pense que c'est très important et cette réforme est plus que nécessaire pour Haïti. Mais cette réforme, c'est dommage qu'elle ait été bloquée à différents niveaux. Et peut-être que ce sont certaines élites qui ont bloqué cette réforme. Ah oui, bon, et c'est toute la dynamique. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut qu'il y ait la circulation des élites. Parce que quand vous étiez dans une position depuis 30 ans, il n'y a pas de résultat, à ce moment-là, il faut bouger quand même. Vous pouvez mettre un groupe, des nouvelles élites arrivent, la circulation des élites. Mais également, c'est un autre élément de la crise. Parce qu'on voit qu'il y a un système gérontocratique, il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes, etc., pour faire avancer les choses. Donc, bon, mais pour ça, on doit compter sur l'avenir, parce qu'un pari sur l'avenir, c'est la réforme de l'enseignement supérieur. Et si la réforme de l'enseignement supérieur est bien conduite, à ce moment-là, on trouve des bénéfices pour la société dans son ensemble. Est-ce que là, on va considérer que ce projet est fini, on ne peut plus en parler, ou est-ce que ce projet de réforme est toujours là? Non. Le texte est publié au Moniteur. Je sais pertinemment, il y a des groupes qui ont, parce que le texte était participatif en termes de constitution du Conseil, il y a beaucoup de structures qui étaient prévues pour désigner des membres, et ça a été fait déjà, donc je reviens
au gouvernement de nommer le conseil pour que le conseil puisse être fonctionnel, en sorte qu'on aura une agence nationale d'enseignement supérieur avec des centres de recherche, il va y avoir des contrôles sur la qualité de l'enseignement supérieur, contrôle à plusieurs niveaux, un contrôle scientifique, c'est-à-dire la qualité du travail qui est fait, et le contrôle administratif, est-ce qu'on respecte les normes au niveau de l'école, et puis tout ce qui est le bâti, etc. Le contrôle également permettre au pays de participer à la compétition internationale au terme de formation des élites. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de transferts d'argent pour la formation de nos jeunes à l'étranger. Bon, je ne dirais, on peut toujours le faire, mais il faut que c'est pas parce qu'il n'y a pas de l'offre qui soit disponible sur le territoire. Donc on aurait pu garder ces jeunes en Haïti et cet argent allait rester dans l'économie nationale. Bien sûr, bien sûr. Peut-être que c'est l'une des sources du sous-développement haïtien. Il y a tellement d'argent qui part à l'étranger qui aurait pu être investi ici pour créer des élites locales. Non, oui, mais je vois ça. Écoute, l'argent qu'on envoie en République dominicaine, souvent les gens ils voient seulement ce qu'on achète, les biens qu'on achetait en République dominicaine. Mais la Dominicaine forme pour nous également nos élites. Il y a beaucoup d'argent qu'on transfère pour la formation des gens dans les écoles professionnelles supérieures dominicaines ou bien à l'université dominicaine. Donc on aurait pu utiliser toutes ces ressources-là pour former les gens sur place et adapter aux besoins du pays. Mais un autre problème, est-ce que ces gens qui sont formés en République dominicaine ou bien au Chili, est-ce qu'ils n'auront pas une vision dominicaine de la chose haïtienne? Ah bien oui, déjà, écoutez, et c'est M. Bastide qui disait qu'en apprenant dans la langue des Blancs, on n'apprend seulement pas les lois de mathématiques et physique, mais on apprend c'est toute une rééducation, une réadaptation de l'esprit, de la mentalité qui est faite. Donc on ne peut pas, les Dominicains, si vous vous formez normalement, ils doivent vous préparer pour eux, etc. Ah non, mais évidemment. Évidemment. Et c'est pourquoi que tout l'effort doit être mis à tous les niveaux de l'enseignement supérieur. Il faut former un citoyen qui est bien adapté à son contexte. Donc, tout l'effort doit être mis sur l'école. Mais maintenant, je pense que cette réforme est nécessaire pour que le pays puisse avancer. Donc, une réforme majeure pour le pays. Parce que ça fait longtemps, rien n'a été fait au niveau de l'enseignement supérieur. Et cette réforme va aider à renforcer les élites et à porter ces élites à prendre leurs responsabilités. Mais par rapport à la crise actuelle des élites en Haïti, je sais, Dr Doré, que vous n'avez pas remède à tout, mais qu'est-ce que vous proposez pour actuellement modifier, remodeler la manière dont les élites fonctionnent en Haïti et ce fonctionnement qui est responsable de leur échec? Tout passe par l'école. Aujourd'hui, nos élites, dans quelles écoles ils ont été formés? Personne ne sait. Par exemple, quelqu'un qui parle à la radio, un journaliste, etc., peut-être on me disait c'est l'école, la faculté des sciences humaines. Mais combien qui sont passés à la faculté des sciences humaines? Moi, j'ai toujours donné l'exemple d'un journaliste haïtien qui travaille à Paris. J'étais un grand journaliste. Il était en Haïti, il était toujours un grand journaliste quand il était en Haïti. Arrivé à Paris, il voudrait exercer comme journaliste. On lui a dit, écoute, d'accord, pas de problème. Bon, on voit que vous avez la capacité, mais il faut avoir déjà un diplôme de Bac+5 pour exercer. Bac+5. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà son diplôme en droit. Donc, il a été à la Sorbonne. Il a fait un diplôme en sciences politiques, puisqu'il voulait exercer comme journaliste politique. Donc, il a fait ça. Après, on lui a dit, bon, ok, ce n'est pas encore fini. Donc, il faut aller dans une école de Paris, passer 2 ans pour faire la formation comme journaliste. Donc, ça lui a fallu 5 plus 2, ça fait 7 ans. Après, on lui prend, il a été admis, mais comme stagiaire. Stagiaire, il a passé 1 année comme stagiaire. Après, aujourd'hui, il est un grand journaliste. Vous voyez, il est dans toutes les chaînes. Voilà, il y a une école. Si on ne fait pas ça, donc il y a une école, une spécialité. Donc voilà, moi je pense que tout passe par la réforme de l'éducation. Donc si on voit la crise qu'on a aujourd'hui, c'est parce que depuis 70 ans, rien n'a été fait en termes de réforme au niveau de l'enseignement supérieur. Oui, et c'est parce que malheureusement, au sein des quartiers populaires, malheureusement, qui produisent beaucoup de délinquants, il n'y a pas des écoles qui sont installées au sein même de ces quartiers. Peut-être que ça nous aurait évité la crise sécuritaire actuelle. Évidemment. Et bon, alors, il y a d'après, j'ai entendu dans une radio, station de radio, qu'on me dit qu'il y a beaucoup de gens là qui ont des niveaux scolaires plus ou moins avancés. Moi, je ne le pense pas. Hein. Bon, c'est ce qu'on dit. Bon, maintenant, ça, c'est un problème. Parce que l'école, à elle seule, ne peut pas tout résoudre. Les institutions sociales doivent faire le travail. L'Église, on sait pertinemment depuis
50 ans, la famille haïtienne est éclatée avec le fait migratoire. Beaucoup de gens partent, ou bien on a beaucoup de familles monoparentales dans le pays, etc. Il y a manque d'équilibre psychologique, d'équilibre familial, il y a un modèle de repère, en fait, de modèle au niveau de la société. Ça crée des difficultés énormes. Mais je pense que s'il y a un effort qui est fait au niveau des 3 premiers cycles de l'école fondamentale, on a une école républicaine qui répond à des préoccupations nationales en termes de formation civique adaptée à la réalité. On peut diminuer les difficultés qu'on a aujourd'hui. Là, nous sommes sur un pari sur 20 ans. Si on commence aujourd'hui, c'est dans 20 ans qu'on verra les résultats. Parce que l'école préfigure la génération de demain. Oui, absolument. Mais si rien n'est fait, demain c'est rapide. Oui. Je sais, professeur Doré, que vous êtes sur plusieurs chantiers intellectuels, la bonne gouvernance, l'éducation. Actuellement, sur quel projet êtes-vous? Bon, actuellement, je travaille sur un dossier constitutionnel parce que il y a une école qui m'a demandé d'assurer un cours de institution politique. Parce que moi, j'ai eu un professeur, un grand professeur de sociologue, Claude Souffrant. Lui, quand il enseigne, il doit avoir son livre. Il prépare son livre. Donc moi, je travaille sur les chantiers constitutionnels. Probablement, j'aurai un ouvrage Constitution et institutions politiques en termes de comparaison internationale. C'est sur ce dossier-là que je travaille actuellement. Mais merci, docteur Doré, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. D'accord. Et je profite de l'occasion maintenant pour remercier tout le staff technique de la télé qui nous a permis de vous présenter cette émission. Il y a Fekir, il y a Emmanuel, il y a Alphonse, il y a Émilie, il y a Jacob, il y a Gamin, il y a Jimmy. C'est une grosse équipe qui nous permet d'être chez vous. Il y a Spencer qui fait des photos pour nous, Spencer Orphée qu'il s'appelle. Écoutez, mesdames et messieurs, merci à vous, téléspectatrices, téléspectateurs, de continuer à nous suivre. Comprenez bien les idées du docteur Guichard Doré. C'est par l'éducation qu'on peut former des élites responsables pour un lendemain haïtien. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Si vous m'appelez D'Angelo, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous.